Bonjour à tous, c'est Mathilde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode de mon podcast Mentally Stable. Hello, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, c'est encore un épisode filmé, coucou la caméra. Si vous me regardez sur la chaîne YouTube, vous avez la vidéo normalement et sinon vous avez déjà l'audio et c'est très bien. On n'est pas chez moi, aujourd'hui on se retrouve aux écuries puisque je viens de retrouver mes chevaux après avoir passé un mois aux États-Unis. En fait, j'ai pas passé un mois aux US, j'ai passé une semaine en Amérique centrale et 3 semaines en Floride. Et là, je viens de rentrer, je suis rentrée il y a genre 4 jours. 5 jours, je suis rentrée samedi dernier. Là, l'épisode sort jeudi. On est mercredi soir quand j'enregistre. Et je suis rentrée il y a genre 4 jours, 5 jours. Et là, je viens de retrouver mes chevaux, donc je suis trop contente. Par contre, la météo, est-ce qu'on peut en parler ? En mon absence, il y a eu une tempête de neige. J'étais pas au courant de cette affaire. Enfin, si j'étais au courant, mais c'était pas prévu dans ma tête. Je pensais pas qu'il allait neiger autant en France. En plus de ça, mes chevaux ont déménagé à Rouen assez récemment. Les trois, Sligo, Calici et GQ. Et donc à Rouen, il fait forcément plus frais qu'à Paris. Ils étaient en Île-de-France jusqu'à présent et là, évidemment, à Rouen, en Normandie. Je ne vais dire aucune mauvaise chose sur la Normandie puisqu'évidemment le Mont-Saint-Michel est en Normandie. Mais en ce qui concerne la météo, la Normandie, d'ailleurs la Normandie et la Bretagne se valent sur ce coup-là, il pleut autant en Normandie qu'en Bretagne et apparemment il neige aussi. Voilà, il fait un petit peu une météo éclectique, si je puis me permettre, pendant l'hiver. C'est assez spécial. Voilà, c'est une météo à chocolat chaud et à feu de cheminée. Par contre, le seul problème, c'est qu'on a choisi un sport d'extérieur. Voilà, ça, c'est pas l'idéal. J'aurais bien aimé faire de la danse classique, rien que pour ça. J'aurais pu être au sec tout l'hiver. Mais non, j'ai décidé de revêtir mes bottes et mon kawaii pendant tout l'hiver. C'est un petit peu moins fun. Bref, on n'est pas là pour parler des changements météorologiques de la Normandie, mais plutôt pour parler du changement d'écurie en lui-même. Je vous en avais parlé dans mon vlog sur ma chaîne YouTube, le vlog du déménagement, et j'ai eu pas mal de questions suite au déménagement pour savoir les raisons de mon déménagement, mais surtout pour savoir comment emmener les 3 chevaux, comment ça s'était passé. Et ce que je voulais vous partager dans cet épisode de podcast, c'est pas réellement exactement les détails de mon déménagement parce qu'en vrai on s'en fiche, c'est plutôt vous expliquer mon expérience en tant que propriétaire dans la recherche d'une écurie parce que je trouve que c'est un sujet qui est super compliqué, qui est hyper complexe en lui-même parce qu'il existe plein de types de propriétaires, d'objectifs, de types de chevaux et évidemment de types et de formats d'écurie, de prestations différentes. Et c'est pas évident de trouver ce qu'on veut quand on est un minimum exigeant, même si je trouve que ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est un peu le bare minimum du propriétaire et c'est pas être exigeant, c'est juste être sensé. Vous allez voir ce que je veux dire. J'ai donc aujourd'hui vous partager mes critères d'écurie qui pourront éventuellement, je pense, vous aider dans la recherche d'une écurie si jamais vous êtes vous aussi propriétaire et que vous n'avez pas vos chevaux à la maison ou bien que vous avez vos chevaux à la maison et que vous êtes assez débutant et que vous avez besoin de recommandations et d'accompagnement. Alors, je ne suis pas professionnelle du monde du cheval, mais je suis propriétaire depuis 14 ans maintenant. Ça fait 14 ans que j'ai Sligo et 7 ans que j'ai Calici, 5 ans que j'ai GQ. Donc voilà, ça commence à faire un petit bout de temps, même si j'ai que 24 ans, j'ai un petit background du monde du poney. Voilà, je suis pas monitrice, j'ai pas une écurie, mais il y a des choses que je peux peut-être vous partager et vous ressortirez peut-être de ce podcast avec un apprentissage des plus sympathiques. Voilà, je vais vous partager un petit peu mes points essentiels pour la recherche d'une écurie, qu'est-ce qui est pas négociable, qu'est-ce qui est négociable évidemment. Et après on va parler un petit peu de pourquoi c'est compliqué de trouver une écurie alors que mes critères entre guillemets de personnes exigeantes que je vais vous dévoiler sont en réalité assez simples, assez naturels et ça devrait être des choses essentielles dans toutes les écuries qu'on visite. Bref, on va énumérer ça ensemble. Premier step de ce podcast, je vais vous expliquer mon parcours de recherche d'écurie parce que c'est pas la première fois que je change d'écurie. Je change d'écurie très souvent parce que je trouve toujours un truc qui va pas. Voilà, je suis insupportable. Mais parce qu'en fait, je suis exigeante parce que c'est des animaux et j'estime que tout doit être carré et bien organisé. Et en fait, trouver une structure où c'est carré et bien organisé, c'est pas si facile que ça. J'ai eu Sligo, comme je vous disais, il y a 14 ans. Et donc, en 14 ans, j'en ai fait des écuries. J'ai été en Île-de-France dans 1, 2, 3, 4, 5 écuries. Et j'ai été en Touraine dans une écurie, à Toulouse dans une écurie et à Lille dans 2 écuries et maintenant à Rouen. Donc je connais un petit peu le monde de l'écurie de propriétaire parce que vous imaginez bien que si j'ai été dans tous ces coins de la France, j'ai visité d'autres écuries que celle-ci. En Île-de-France, j'en ai visité des dizaines. À Lille, j'en ai visité au moins 4-5 je pense. Donc j'ai un peu pu voir ce qui se fait
voir ce qui est présenté dans les formules de pension, etc. et voir comment les chevaux sont traités. En fait, mon CV aujourd'hui, c'est visiteuse d'écurie professionnelle. Voilà, j'ai une expérience dans la visite d'écurie, j'ai une expérience dans l'analyse de l'écurie en tant que personne qui vient visiter un mardi après-midi pour peut-être mettre son cheval en pension. Ça, je masterise, ça, j'ai fait plein de fois. Donc, j'en ai vu des vertes et des pas mûres. J'en ai vu, on a vu des trucs hein. En Ile-de-France, on a vu plein de choses vraiment aberrantes. Mais donc, avant de vous expliquer ça, on va parler des choses non négociables à avoir et à exiger quand on met son cheval dans une pension, qui sont selon moi juste indispensables. Et c'est pas le cas partout. C'est pour ça que j'ai fait une petite liste non exhaustive parce qu'en fait, j'ai pas trouvé plus de critères et parce que je pense qu'il en existe d'autres. Évidemment, on n'a jamais fini d'ajouter des tirets sur une liste. Mais donc ça, c'est les premiers points que j'aimerais partager avec vous concernant les choses essentielles. Alors pour moi, les choses essentielles dans une écurie, quand votre cheval est mis en pension, c'est de respecter ses besoins fondamentaux. Alors, quels sont les besoins fondamentaux du cheval ? Là, vous allez me taper sur les doigts parce que je vais en oublier. Mais donc, il doit boire, logique. Il doit pouvoir respirer, voilà. Il doit pouvoir manger. Normalement, il doit avoir un accès à l'extérieur et c'est un animal grégaire. Du coup, il doit pouvoir être avec ses potes, avoir un contact extérieur, pouvoir se masser, se gratter mutuellement, pouvoir se rouler. Ça, c'est les points essentiels de la vie du cheval. Être travaillé, ça vient après. Mais donc voilà, ça, c'est les choses essentielles. Déjà, troisième critère, manger. On a perdu la moitié des écuries qui mettent que du grain et qui mettent pas de foin. Mais donc, pour revenir à ça, qu'est-ce que ça implique de respecter ses besoins fondamentaux ou au moins d'essayer de cocher le maximum de cases. Le maximum de cases cochées, ça commence par que le cheval ait un accès numéro 1 à une eau propre. C'est très bête ce que je vais dire, mais j'ai déjà été en pension dans des écuries où genre les bassines d'eau elles étaient vides, où il n'y avait pas d'eau. Il y a plein d'écuries où il n'y a pas d'eau dans les paddocks. Mes anciennes écuries, il n'y avait pas d'eau dans les paddocks. C'est moi qui ai mis des seaux dans mes prés. Et j'ai fait plein d'écuries en Ile-de-France où les bassines étaient vides et pas remplies. Voilà, donc ça c'est un truc qui est un peu anodin et c'est pas la première chose à laquelle on pense parce que dans ma tête, moi de propriétaire, je me dis genre c'est normal que tu mettes de l'eau dans tes prés, une bassine, un seau, quelque chose, enfin voilà, c'est normal d'avoir un accès à l'eau, mais en réalité dans énormément d'écuries, et c'est pas une question que tu poses du coup au début parce que dans ma tête de personne normale, tu vois des abreuvoirs dans les box, tu te dis dehors il y a de l'eau et en vrai il y a énormément d'endroits où il y a pas d'eau dehors. C'est assez fou dit comme ça, mais quand on y pense, c'est lunaire, genre on marche sur la tête, c'est pas normal. Et ça devrait pas exister en 2025, enfin déjà même en 2010 ou dans 2000, ça devrait pas exister. Mais en 2025, il y a encore des endroits où il n'y a pas d'eau. Normalement, avoir accès à de l'eau claire potable, c'est genre minimum. Voilà, vous allez me prendre pour une folle avec tous ces critères, mais j'en ai tellement vu que maintenant, ma liste, elle est carrée, voilà. Alors, déjà, avoir accès à l'eau. Premier critère, jusque-là, je pense que j'ai perdu personne, tout le monde est d'accord. Ensuite, mon deuxième critère, non négociable, c'est que mon cheval ait du foin à volonté et si c'est pas à volonté, qu'il ait des tas de foin conséquents. Pourquoi ? Le cheval en fait est un animal, là je vous fais un petit cours de biologie alors que j'ai vraiment fait des études de commerce, mais le cheval est un animal qui a un système digestif assez différent du nôtre et également assez long. Voilà, c'est pas un animal qui a genre 40 estomacs comme la vache et il a surtout des intestins qui font 37 km. Voilà, le cheval, c'est une autoroute, ses intestins. Voilà, entre l'estomac et la sortie du tube digestif, c'est assez long. Et donc, ça peut vite faire des bouchons, faire des coliques, mais pas que. Ça, c'est le problème qu'on connaît souvent, c'est les coliques, c'est ce qui est appris dès le plus jeune âge et c'est très bien. Il faut faire attention aux coliques et donc pour faire attention aux coliques, il faut bien nourrir son cheval. Mais c'est pas la seule chose qui peut poser problème. Le deuxième petit souci qui peut arriver, c'est l'acidité dans l'estomac. En fait, il y a de l'acide dans l'estomac. Je vous en parlerai plus tard dans l'année parce que Calicie a eu des gastroscopies parce qu'elle a justement ces soucis d'acidité dans l'estomac. Je vais essayer de vous expliquer ça simplement sans dire trop de bêtises. Mais en gros, il y a un certain taux d'acidité dans l'estomac. Et en fait, si l'estomac est vide, eh bien ça peut causer des ulcères parce qu'il va y avoir trop d'acidité parce qu'il n'y aura pas assez de foin ou de fourrage pour tapisser le fond de l'estomac et calmer un peu le game. Ce qu'il faut pour réguler cette acidité et que ce soit stable, c'est avoir un estomac qui est toujours un minimum rempli par de l'herbe ou du fourrage. Donc par ce genre ce type de nourriture en fait, pas par du grain. Il faut de l'herbe ou du fourrage et pas de la paille. Et donc en fait, c'est ça qui va permettre de balance, d'équilibrer en fait l'acidité de l'estomac et donc
d'avoir un système digestif qui est sain dès l'estomac sans créer d'ulcères. Et si on n'a pas ça, le problème c'est que l'acidité peut attaquer les parois de l'estomac et donc, en gros, si l'estomac est vide, l'acide peut attaquer les petites parois de l'estomac par l'intérieur, ça va abîmer, ça va faire des ulcères comme chez nous les humains. Et le problème des ulcères, c'est que ça fait très mal au cheval. Ça peut être causé par d'autres choses que l'accès à l'alimentation, bien évidemment, comme le stress ou évidemment d'autres problèmes. Mais l'alimentation est une grande responsable. Enfin, les problèmes d'alimentation sont en grande partie responsables des ulcères. Il y a énormément de chevaux, de sport, de clubs, peu importe, qui ont des ulcères. Il y en a, c'est dû au stress, mais il y en a, c'est aussi dû à l'alimentation. Et en fait, l'intérêt d'avoir un accès au foin à volonté ou à l'herbe à volonté, ça permet au cheval de se réguler naturellement, de contrôler ce qu'il mange, juste de manger, et en fait, d'avoir toujours quelque chose dans l'estomac qui évite à l'estomac d'être vide, d'être stressé et d'avoir de l'acidité qui vient attaquer les parois, créer des ulcères, des douleurs et après il faut traiter avec des médicaments qui coûtent très cher. Le seul truc, c'est qu'il y a énormément d'écuries qui font des économies parce que le bon foin ça coûte cher et donc qui préfèrent donner du grain mais en quantité phénoménale. Le grain c'est très bien, mes chevaux en ont, mais il y a donner du grain et donner du grain. Entre donner une ration 3 fois par jour et donner 4 litres par repas, c'est pas la même chose. Et il y a des écuries qui vont faire une économie en donnant du grain pourri et en mettant pas de foin et en vous faisant croire qu'en fait, genre, c'est comme ça que ça marche. Alors que pas du tout. N'importe quel cheval peut fonctionner très bien sans avoir de grain et juste avec du foin. Le grain, c'est du bonus. Évidemment, quand les chevaux font du sport ou quoi, c'est intéressant d'avoir un apport de nutriments en plus via le grain, mais le foin en lui-même peut se suffire. Et j'ai énormément vu d'écuries où il n'y a pas de foin. Genre, il y a 3 repas de foin par jour, t'as 2 poignées de foin et le reste de la journée, le cheval, il mange rien. Il mange rien du tout. Et moi, en gros, dans mon cas, ça m'est arrivé dans des écuries vers 2012 que Sligo n'ait pas de foin, quoi. En fait, dans l'écurie, il donnait pas de foin. Sauf que nous, on n'y connaissait rien, tu vois, on était genre débutants. Enfin, moi, j'avais genre 10 ans et mes parents sont pas cavaliers. Et ils donnaient pas de foin au poney, mais du coup, Sligo mangeait sa paille. Ce qui est pas bien, parce que la paille, elle a souvent plus de produits chimiques. Et la paille qu'il mangeait, c'était de la paille de merde en plus. Et ce qui fait qu'il a fait une colique et il a failli un peu y passer. Donc voilà, l'intérêt d'avoir du foin à volonté, c'est pour éviter les problèmes comme ça, les problèmes de colique, les problèmes de le cheval mange sa paille, les problèmes de le cheval ne mange pas assez, et le problème de il a des difficultés au niveau de l'estomac parce qu'il n'a pas eu l'estomac rempli. Donc donner du foin à volonté, c'est genre un peu la base de la base. Bref, un accès au foin, c'est essentiel. S'ils vivent dehors pendant l'hiver, avoir un roundballer, c'est important. C'est juste le minimum, pouvoir manger, pouvoir boire. Ensuite, les repas de grains, pour moi, c'est important. C'est pas indispensable, mais c'est important qu'ils soient espacés et qu'on donne pas des rations très très grosses, parce qu'à nouveau, c'est pas bon pour l'estomac du cheval d'avoir une très très grosse quantité de grains d'un coup. Vaut mieux avoir plusieurs petits repas espacés. Donc ça, pour moi, c'est un autre critère qui est assez important et qu'on retrouve pas partout. Ensuite, autre critère qui est indispensable pour moi, c'est d'avoir un accès à l'extérieur. Donc là, dans les écuries où je suis, par exemple, c'est des box avec des terrasses, donc c'est assez cool parce que du coup, GQ et Calici peuvent avoir accès à l'extérieur et ils sortent aussi en paddock la journée. Ils sortent plus pendant l'été, mais pendant l'hiver, ils ont quand même des paddocks en sable et en plus de ça, ils ont du foin à volonté au box parce qu'ils ont un roundballer au box. Donc les infrastructures sont vraiment géniales. Mais pareil pour l'accès extérieur. Enfin, je veux dire, quand votre cheval il a passé la nuit au box, faut au moins qu'il puisse faire 3 pas dehors. C'est pas possible d'avoir votre cheval au box 24/24 sous prétexte que c'est l'hiver. Et en ce qui concerne la vie sociale, c'est un peu la même chose. Il y a peu d'écuries qui ont des box qui communiquent. Parfois, il y a des box qui ont une petite fenêtre au milieu ou des box avec des barreaux, donc les chevaux peuvent se sentir. Mais au-delà de se sentir, c'est important qu'ils puissent avoir un échange plus sympathique entre eux, en se reniflant, en se faisant des gratouilles, en ayant du contact en fait à plusieurs, parce que c'est un animal qui a besoin de ça. Donc là, à nouveau, je suis à ce système dans les râteliers, les chevaux peuvent se communiquer entre eux largement entre les box, se sentir, se faire des bisous. Pareil sur les terrasses. Quand elle était avec Sligo, elle sortait avec Sligo. Là, Sligo est reparti au pré tout seul parce qu'il foutait trop le bazar, donc il est reparti au pré tout seul. Mais donc voilà. En gros, l'accès à la vie sociale et à l'extérieur, ça va un peu ensemble parce que généralement, c'est assez lié et c'est indispensable. Et en plus de ça, il y a pour moi 2 critères qui sont aussi très importants, qui sont pas indispensables, mais qui sont tout de même importants si vous faites du sport. Le premier, c'est d'avoir un bon sol pour travailler, parce qu'un bon sol, c'est indispensable pour préserver les tendons de votre cheval. Et le deuxième, c'est d'avoir du coaching et un encadrement qui est bien pour progresser avec mes chevaux, pour continuer à les former parce que j'ai des jeunes chevaux, et pour moi, progresser toute seule en tant que cavalière. Et quand je suis pas là, que eux se développent et continuent à avancer dans le travail.
Et en fait, quand on fait la liste de tout ce que je viens de vous citer, ok, le coaching, c'est assez compliqué à trouver, d'avoir un coach avec qui on s'entend bien, etc. Le sol, toutes les écuries sont pas pourvues d'un sol phénoménal avec une très belle carrière ou des super installations. Mais sinon, les critères dont je vous ai parlé juste avant, c'est-à-dire avoir un accès à l'eau propre, avoir du foin à volonté, s'il y a des repas de grains, qu'ils soient assez espacés dans la journée et en assez petite quantité, avoir un accès à l'extérieur et une vie sociale, ces 5 caractéristiques, ces 5 critères sont extrêmement rares à trouver tous ensemble. Si on recherche une pension prêt, c'est pas si compliqué à trouver entre guillemets parce que on cherche un prêt avec un abri, une cabane et généralement les pensions prêt, elles ont ce système de foin où elles ont de l'herbe et elles ont des bassines d'eau propres. Mais vous n'avez pas forcément, quand vous avez une pension prêt, des infrastructures pour travailler et du coaching. Et à l'inverse, quand on cherche une infrastructure pour se développer dans le sport et former son cheval, il y a directement plus de prêt, plus de fonds à volonté et pas de vie sociale. C'est hyper compliqué de trouver les deux. Je sais qu'il y a des écuries actives qui existent, je pense que vous en avez vu passer sur les réseaux et tout, il y en a plein. Les écuries actives, c'est super. Dans un monde idéal, tout le monde est en écurie active, mais déjà, je connais pas d'écurie active pour l'instant avec un coaching excellent qui me permette de former mes jeunes chevaux comme j'ai envie qu'ils soient formés. Et en plus, va trouver une écurie active. Enfin, ça court pas les rues. Il y en a de plus en plus. J'aimerais beaucoup en visiter. J'avais reçu un mail, je crois. Si vous avez une écurie active, n'hésitez pas à me drop un message sur Instagram. Il y a des écuries actives qui se développent de plus en plus. Mais à nouveau, c'est pas à tous les coins de rue qu'on en trouve une. C'est un modèle qui est intéressant, qui est pas forcément facile à mettre en place, je pense, parce qu'en gros, une écurie active, c'est un espace où les chevaux évoluent, il y a une aire pour manger, une aire pour boire, ils ont de quoi se rouler, il y a différents types de sols, et en fait, ils vivent en troupeau. Donc déjà, les étalons, c'est pas forcément possible de les intégrer. C'est un système qui est sympa, qui est à étudier et qui, je pense, devrait être plus connu et plus médiatisé. Mais pour autant, dans ce système-là, c'est pas forcément possible d'avoir des chevaux au travail parce que c'est pas le plus pratique, quoi. Donc, l'objectif, un peu, quand tu cherches une écurie, quand tu es propriétaire, c'est de faire des compromis qui ne mettent pas en danger ton cheval. Donc, en gros, faire des compromis sur toi, ton temps de route, la beauté de l'infrastructure, etc., tout en ayant en tête que ton cheval doit boire, manger et avoir des potes. Donc c'est vraiment compliqué à faire, je trouve, parce que on est assez difficilement satisfait. Je sais pas si jamais vous êtes hyper satisfait de vos écuries, n'hésitez pas à m'écrire pareil sur Instagram @mentalystable.podcast pour me raconter un petit peu vos parcours de vie. Mais moi, dans mon cas, j'ai souvent été déçue des écuries où j'ai été, surtout près des grandes villes, à Tours et à Toulouse, c'était super. À Lille, il y a une écurie qui était horrible et une qui était vraiment géniale. Et là où je suis à Rouen, c'est très bien. Mais pareil, en Île-de-France, c'est très compliqué parce que il n'y a pas de terrain. Donc déjà, la notion de prêt, elle n'existe pas. Il y a principalement des box. La notion de vie sociale, encore moins parce que c'est des box qui sont souvent en barne fermée, les chevaux ne se voient pas. C'est quand même compliqué c'est un problème qui est compliqué à traiter et qu'on n'a pas fini d'analyser parce qu'en plus c'est des problématiques qui sont soulevées de plus en plus, le bien-être animal et tout. Je pense qu'il faut réfléchir à ça de manière globale et comprendre les intérêts de chacun. C'est assez compliqué de trouver une écurie qui allie ces différents critères et j'aimerais beaucoup voir dans le futur des écuries actives qui ont un vrai coaching et un vrai suivi. Parce que souvent dans les écuries de travail, de dressage à plus haut ou moins haut niveau, il n'y a pas forcément d'accès surtout en dressage, il n'y a personne qui a des prêts. Il y en a de plus en plus qui ont des prêts, évidemment. Il y en a plein qui commencent à avoir des paddocks, mais sur Paris, en Île-de-France, c'est mort. Il n'y a vraiment pas de terrain. Et il y a quand même beaucoup de clients, donc je trouve ça assez fou que les gens acceptent de mettre leurs chevaux dans des écuries hors sol où il n'y a même pas de paddock, parce que j'en ai visité où il n'y avait même pas de paddock. Genre, c'était pas il n'y a pas d'herbe. Genre, y a pas, ça n'existe pas. C'est juste, t'as des box, une carrière et il n'y a pas d'herbe. Ça devrait même pas être légal. Et j'ai visité comme ça vraiment des poney clubs en Île-de-France où les chevaux sont dans des box toute la journée sans accès c'est horrible. Sans accès à l'extérieur, sans vue. Ils ont du foin à peine, ils ont du grain, enfin voilà, c'est une catastrophe. Ils sont montés 5 fois par jour parce qu'ils ont 5 cours et ils voient pas de l'herbe de l'année à part au mois de juillet quand ils partent un mois au pré. Ça, c'est horrible. Et en plus, c'est des poney clubs, donc c'est vraiment à la chaîne. Par contre, je trouve qu'en campagne, on a moins ce problème, évidemment, mais c'est dès qu'on est près des grandes villes. Je connais pas les autres grandes villes de France. J'ai jamais été dans les poney clubs autour de Lyon.
autour de Bordeaux, autour de Marseille ou quoi, j'ai vraiment fait que Paris. Et Paris, je pense que ça doit être un des pires pour le coup parce que c'est là où on manque le plus de place. Mais pareil, n'hésitez pas à me faire vos retours d'expérience dans des écuries comme ça en message Instagram et à me dire si vous avez trouvé des solutions, comment ça s'est passé pour vous. Et la dernière partie que je voulais aborder avec vous sur les écuries, au-delà du bien-être et de toutes ces conditions-là, c'est que je trouve qu'on finit souvent par être déçu parce que même quand on trouve une écurie bien, donc c'est pareil, c'est une expérience qui est surtout relative aux écuries en Île-de-France, ça finit toujours par être tout en supplément. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais si vous êtes propriétaire, vous devez relate. En gros, au bout d'un moment, tu payes ta pension, mais un bras, et il y a encore des suppléments. Tout devient supplément. Dans le monde du cheval, tout peut être supplément. Et je trouve que, vu que tu laisses ton cheval dans les écuries, ils ont un peu ton enfant en otage, et donc ils peuvent te soudoyer de l'argent facilement. Par ça, je veux dire que au début, tu vas payer ta pension normale, et puis arrive l'hiver et on va te dire, alors que c'était pas dans le contrat, c'était pas précisé, ou alors il y a même pas de contrat, ça dépend des écuries, mais vous voyez ce que je veux dire. Ça va arriver un moment où ils vont te dire c'est 5 euros pour changer la couverture, c'est 5 euros pour curer les pieds, ou c'est 1 euro pour mettre les compléments alimentaires en plus. Plein de trucs comme ça qui arrivent au fur et à mesure, qui sont pas forcément énoncés dès le début, et en fait plus on peut te prendre ta thune, plus on te la prend. Ça c'est un truc genre le monde du cheval, tant qu'on peut t'extirper de l'argent, on va le faire. Et je trouve que ça c'est abusé, et en fait c'est comme, je pense, j'ai pas d'enfant, mais c'est comme une crèche ou une garderie. Quelqu'un qui a ton gosse en otage, forcément il peut te prendre de l'argent, parce que qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le payer, t'as peur pour ton enfant. Bah là c'est pareil, le monde du cheval, dès que tu le confies ton cheval à des professionnels et que tu leur fais confiance, par défaut plus ou moins confiance, bah il y a un moment t'es obligé de les payer. Et si on te dit bah il a un problème au pied, il faut faire telle ferrure, il faut faire tel soin, etc., bah t'as pas trop le choix, parce que, enfin si, t'as toujours le choix, mais vous voyez ce que je veux dire, pour le bien-être de ton cheval, t'as pas trop le choix. Donc si financièrement tu peux payer le soin de ton cheval, payer le supplément, tu vas le payer, et tu vas finir par le payer, et ils vont finir par tout te facturer en supplément, et tout devient une raison à te tirer de la thune. Et ça, c'est vraiment un problème que beaucoup d'entre vous m'ont fait remonter par un message privé suite à ma vidéo du déménagement, mais que c'est compliqué de trouver une écurie, et que c'est vrai que dès qu'on en a une qui est bien, il y a toujours un moment où on va dire, bah en fait, c'est plus genre 900 euros, c'est 1000 euros ce mois-ci parce qu'il y a ça, 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 ça. Et je parle pas d'un cheval qui est malade, à qui il faut donner des médicaments 3 fois par jour, et que c'est vraiment une contrainte pour l'écurie et que ça demande une charge de travail supplémentaire. Je parle de choses minimum, comme juste remettre la couverture parce qu'il a froid. Alors oui, remettre la couverture parce qu'il a froid, quand on a 30, ça prend du temps, et évidemment c'est une charge de travail, mais ça devrait être de la responsabilité de l'infrastructure que de prendre soin de ses pensionnaires. Évidemment, tout dépend du prix de pension, mais là, quand je vous parle de suppléments sur des pensions comme ça, je parle plutôt de prix dans des pensions en Île-de-France, genre où ça commence à être vraiment 600, 900, 1200 euros, où c'est vraiment hors de prix. Bah, à ce prix-là, on trouve encore le moyen de te mettre des suppléments. Quand c'est des pensions qui sont des pensions prêt, évidemment, quand tu payes une pension 150 euros au prêt, bon, bah, tu peux avoir un supplément pour changer la couverture parce que il n'y a pas forcément de personnel sur place pour s'en occuper. Mais dans des pensions qui sont un peu plus luxe, il y a quand même ce système, je trouve, assez récurrent dans le monde du cheval. En France et peut-être à l'étranger aussi, d'ailleurs, si vous habitez en Belgique ou quoi, n'hésitez pas à nous dire. Ce système de chaque chose, mais même le curage de pied, devient un supplément sur ta facture. Et alors qu'à la base, tu as une pension all-inclusive, tu vois. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez les mêmes retours que moi sur ça, des expériences où on a essayé comme ça pas de vous avoir, mais en gros de vous plumer un petit peu. N'hésitez pas à me dire votre ressenti, et si vous avez vécu la même chose. Moi, dans mon cas, ça m'est pas arrivé plus que ça, mais c'est un peu des échos que j'ai eu autour de moi, ce que j'ai pu observer de plus ou moins loin. C'est un peu un ressenti général du monde du cheval, j'ai l'impression. Ce côté vraiment où tout est cher déjà, et tout est de plus en plus cher, et tout est prétexte à payer, en fait. Et c'est vrai que j'ai réfléchi à ça là ce matin, c'est vraiment le truc de confier ton cheval. Bah, par défaut, t'es obligé de faire confiance, c'est dans le mot confier, et tu vas être obligé de payer à un moment, parce que sinon ils font quoi en fait si tu payes pas, ils changent pas la couverture. Vous voyez ce que je veux dire, c'est là où c'est assez vicieux, parce que tu leur confies ton animal, et du coup tu veux qu'ils en prennent soin, t'es obligé de passer avec ta CB à un moment, quoi. C'est un peu la finalité du truc. Bref, n'hésitez pas à me DM sur Insta pour qu'on papote de tout ça ensemble, @mentally
stable.podcast. Voilà, j'ai papoté toute seule, il est très tard ce soir, il est 22h. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les commenter si vous regardez sous la vidéo YouTube ou sous un des épisodes sur les plateformes d'écoute. Et n'oubliez pas de vous abonner du coup à la chaîne, de télécharger les épisodes et de mettre 5 étoiles puisque ça m'aide énormément. J'espère que ce petit épisode vous aura plu. C'était un peu une discussion solo d'une femme propriétaire de chevaux un peu folle, voilà, qui galère à trouver un endroit où les mettre et qui s'inquiète tous les 4 matins de savoir s'ils ont bien du foin et s'ils sont heureux dans leur tête et s'ils parlent à leurs voisins de boxe. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça un petit peu partout sur les réseaux et je vous dis à très bientôt. Gros bisous!